Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, troisième et probablement dernière vidéo concernant l'Union européenne, sa construction et la géographie actuelle. On a localisé l'Union européenne, on a vu qu'elle avait des lieux de décision qui étaient à Bruxelles, Francfort et Strasbourg. On a vu qu'elle s'était construite dans un contexte de guerre froide pour ne pas être prise en tenaille, prise en étau entre les États-Unis et l'URSS. On a vu qu'il y avait deux traités très importants pour l'Union européenne. Le traité de Rome en 1957, qui est le premier à créer la Communauté économique européenne, la CEE, et en 1992, juste après la fin de la guerre froide, le traité de Maastricht, qui lui renforce l'Union européenne en permettant d'avoir plus de politiques comme la politique monétaire avec l'euro, une liberté de déplacement avec Schengen, et puis l'élargissement à de nouveaux États à la suite de la guerre froide. La dernière fois, on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de relations entre les territoires. On a pris un exemple local entre les Pyrénées-Orientales et la province de Gérone, notamment l'hôpital de Puigcerdà, ici, qui favorise les déplacements d'un côté à l'autre. On avait écrit que Puigcerdà était un territoire transfrontalier qui montrait bien que les frontières disparaissaient petit à petit. D'ailleurs, Puigcerdà, pardon, ce n'est pas le seul exemple de territoire où il y a des aménagements de part et d'autre. On a ce qu'on appelle en Europe des régions transfrontalières, dans lesquelles il y a des axes de communication essentiels qui relient ces territoires. Vous pouvez écrire très rapidement, si vous le souhaitez, région transfrontalière et les axes de communication. Rappelez-vous, on avait vu, ça vous n'allez pas l'écrire, on avait vu le projet de LGV entre Montpellier et Barcelone. Ça fait partie de ces coopérations entre régions transfrontalières. L'objectif était de relier Montpellier à Barcelone directement par le TGV. Région transfrontalière, c'est pour marquer la coopération entre des régions de plusieurs États de l'Union européenne. Là, c'était la coopération entre l'Occitanie, côté français, et la Catalogne, côté espagnol, ce qu'on appelle une région transfrontalière. Le but, c'est de créer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Vous voyez, quand on a mis en place la libre circulation des personnes, c'était pour que les personnes se sentent, en plus d'être français, françaises, ou allemandes, ou italiennes, ou espagnoles, ou belges, qu'elles se sentent aussi européennes. Le projet Erasmus, c'est la même chose. Plus tard, quand vous serez à l'université, peut-être que certains d'entre vous, et même c'est très probable, vous irez étudier 6 mois ou un an à l'étranger. Quand vous revenez d'une année à l'étranger, en Europe, vous ne vous sentez plus uniquement français, mais vous sentez aussi européen, parce que vous aurez côtoyé des étudiants qui viennent d'Irlande, d'Allemagne, de Pologne, de République tchèque, de Malte, de Chypre, de Finlande, peu importe, et vous voyez que vous avez la même culture en fait. Vous pensez la même chose. Vous n'avez pas la même langue, mais globalement, vous pensez à peu près de la même manière. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance commun. On se sent aussi européen, en plus d'être de sa nationalité. Allez, il nous reste deux petits éléments à voir aujourd'hui, dans les 12 minutes qui nous restent. D'abord, les inégalités au niveau européen, puisque le territoire il est globalement riche, mais il est aussi inégalitaire. Vous avez deux documents, une carte, en rouge les régions les moins développées, en jaune les régions les plus développées, et ici un texte concernant ce qu'on appelle la mégalopole européenne. On vous explique dans le texte ce dont il s'agit. Vous allez regarder ces deux documents et tenter de répondre, et même répondre à ces deux questions. Comment sont structurées, donc comment sont organisées les inégalités entre les territoires de l'Union européenne? Et question numéro 2, localiser les régions européennes qui bénéficient le plus des aides au développement. Autrement dit, dites-moi où sont les régions européennes les plus pauvres, les plus en difficulté. Lisez ces documents, répondez aux questions, et on les corrige ensemble juste après. Alors, on y va pour la correction sur les inégalités dans l'Union européenne. Il fallait plutôt regarder le texte ici. On emploie une notion qui est importante en géographie. On vous parle de périphérie. En géographie, il y a toujours une organisation entre, regardez-le, des centres et des périphéries. Le centre est riche, la périphérie est plus pauvre. C'est un rappel de choses que vous avez déjà vues en quatrième. Ce que j'avais en quatrième, rappelez-vous, peut-être, on avait parlé de Sao Paulo. On avait vu les centres de Sao Paulo, les espaces riches, et les périphéries. Dans l'Union européenne, c'est pareil. Il y a des centres très riches, c'est ce qu'on appelle notamment la mégalopole, on va la voir sur une carte juste après. Mais il y a aussi des périphéries. Et dans ces périphéries, il y a des périphéries plutôt riches, où tout va bien, mais il y a aussi des périphéries beaucoup plus pauvres.
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec la deuxième question. Localiser les régions qui ont le plus d'aide, qui bénéficient le plus d'aide. Finalement, ce sont les périphéries pauvres. Vous avez là en rouge, regardez, tout l'est de l'Europe, mais aussi le sud de l'Europe. L'est et le sud de l'Europe sont les régions les plus pauvres. Historiquement, les régions de l'Est sont plus pauvres parce que, rappelez-vous, du temps de la guerre froide, elles ont eu de graves difficultés économiques. Elles étaient sous influence du communisme et de l'URSS, donc en grande difficulté. Et le sud de l'Europe a globalement toujours été moins développé que les régions du nord. Donc, les territoires les plus pauvres, l'Est et le sud de l'Europe. Notez-le, corrigez-le, faites pause. Pour essayer de mettre fin à ces inégalités, l'Union européenne a mis en place un fonds qu'on appelle le FEDER, Fonds européen de développement régional. C'est pour aider les régions qui sont en difficulté. Ça, c'est une notion importante que vous retrouverez au lycée, le FEDER. Et si nous étions en classe, nous reprendrions ça sur un schéma plutôt que d'en faire un long discours. On ferait cette activité que vous voyez en fichier joint sur Pronote là aussi. Si vous pouvez l'imprimer, c'est très bien. Sinon, vous suivez simplement à l'écran. Quand on représente l'Union européenne, on peut localiser en trois niveaux de développement, en fait. Le centre, et après deux types de périphéries. Le centre, c'est d'abord la mégalopole européenne. La mégalopole, vous l'avez là, suivez à l'écran. C'est une région alors qui partait de Londres. Bon, Londres est toujours une ville importante, même si elle ne fait plus partie de l'Union européenne. Mais la mégalopole, c'était tout cet espace-là. Cet espace qui concentrait les richesses, les activités et les populations. Espace le plus peuplé, le plus riche. Vous voyez qu'ici vous avez Paris, Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Milan. La mégalopole. Et puis ensuite vous aviez deux types de périphéries. Juste à côté de la mégalopole, là où je suis avec mon pointeur, les périphéries intégrées, celles qui sont plutôt riches, où tout va bien, ou presque. Et par contre, plus on s'éloigne, et plus on arrive dans les périphéries éloignées, celles qui sont en difficulté économique, là où il y a besoin de plus d'aide, parce que ce sont des régions qui ont moins de grandes entreprises, qui sont beaucoup plus agricoles, et pour les pays de l'Europe de l'Est, qui sont beaucoup moins modernes. Donc on retrouve ces trois lieux en fait, ces trois territoires. Le centre, très riche, la périphérie intégrée, riche, et les périphéries éloignées, le sud et l'est, qui elles sont plus pauvres. Si on était en classe, on les colorierait, mais là, je ne peux pas vous le faire faire. Et du moment que vous avez la carte sous les yeux, à mon avis, ça suffit. Bon, on arrive à ces trois définitions qui sont importantes, et là, je vous conseille vraiment de les noter dans le cahier. La mégalopole, espace qui concentre les densités et les richesses, là où tout se passe. Un centre, c'est un espace de richesse et de décision. Et une périphérie, c'est ce qui est autour du centre, et ces périphéries, elles peuvent être intégrées ou non. Autrement dit, elles peuvent être riches ou pauvres. Notez-le, faites pause. Le but de l'Union européenne, c'est d'aider les territoires les plus faibles. Ce qu'on appelle une politique de rattrapage pour qu'ils rattrapent économiquement les territoires les plus riches et les plus développés. Bien, voilà pour les inégalités et comment l'Union européenne essaye de les réduire. Dernier point du cours, c'est un territoire aussi qui est en constante interrogation et qui parfois est en crise. On va voir quelques exemples ensemble. Pour cela, on va travailler sur 3 dessins de presse, on va le faire à l'oral. Vous n'avez pas besoin de tout écrire, ce que je veux c'est que vous compreniez. Vous allez devoir me présenter le document à l'oral et quel peuple s'est désolidarisé du navire Europe. Prenez le temps de bien lire, de bien regarder, et ensuite j'en fais une correction à l'oral sans tout écrire. Allez-y, faites pause. Ce document, c'est une caricature d'un auteur qui s'appelle Plantu. Plantu, caricaturiste très connu, dessinateur de presse français, qui chaque jour fait un dessin dans le journal de référence qu'on appelle le journal Le Monde. Là, vous voyez sa caricature, elle date du 31 mai 2005. Question 2. Quel peuple s'est désolidarisé, n'est plus solidaire du navire Europe? Vous avez ici un bateau avec les drapeaux des principaux pays européens. Vous voyez que ce bateau est en train de partir et que la France, ici, là, a dit non à un texte et que la France est en train de rester seule sur son île déserte. En 2005, on a demandé l'avis au peuple français sur
un nouveau traité, les Français ont répondu non majoritairement. Bon, ils en avaient le droit, ils l'ont fait. Ce dessin est là pour nous montrer que parfois, il est difficile de convaincre les peuples européens et il est difficile de prendre des mesures qu'ils acceptent. En 2005, les Français ont dit non. Parfois, il y a des crises de ce type-là. Deuxième document. Quel État connaît des difficultés et quelle semble être la réaction des voisins européens? On a toujours une caricature de Plantu. Là, on est plus proche de nous, on est en 2015. Alors, l'État qui connaît des difficultés, vous l'avez écrit ici, c'est la Grèce, et vous le reconnaissez à son drapeau, ici. La réaction des États européens. Et regardez ici les Européens sur leur bateau, ce bateau-là n'est pas en train de couler, mais finalement, ils refusent d'envoyer les bouées de sauvetage aux Grecs. En 2015, il y a eu une crise financière très importante en Grèce, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Et les Européens pouvaient aider la Grèce, sauf que ils ont mis beaucoup de temps à le faire, parce qu'ils n'avaient pas envie d'aider un pays qui avait mal géré ses finances, avait mal géré son argent. Ce que je vous compreniez, c'est que ce dessin, il montre que parfois, on peut manquer de solidarité en Europe, avec des pays là européens qui ne voulaient pas, a priori, aider un État qui était en difficulté. Donc c'est une difficulté particulière. Dernier document, sur un élément beaucoup plus actuel, quelle décision votée par les Britanniques en 2015 a été mise en œuvre en 2020. Là, on a un dessin de presse d'un autre dessinateur important, Chapat, qui a publié ce dessin en 2015 dans le New York Times International. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre, si vous connaissez un peu les territoires et les drapeaux, là j'en suis certain, vous avez ici le Royaume-Uni, ici vous avez la France, la Belgique et donc l'Union Européenne avec son drapeau. Vous voyez ce Britannique qui est en train de découper en fait son pays du reste de l'Union Européenne. La décision votée en 2015, c'était le Brexit. D'ailleurs, il y a une faute de frappe. Ça n'est pas en 2015, mais en 2016 que le Brexit a été voté. Avec le Brexit, les Britanniques du Royaume-Uni ont dit « on ne veut plus faire partie de l'Union Européenne. On veut reprendre notre liberté, en quelque sorte, et on ne veut plus dépendre des autres pays de l'Union Européenne. » Ça a mis longtemps, ça a mis 4 ans, mais depuis début 2020, officiellement, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union Européenne. Il y a encore pas mal de choses à régler sur comment est-ce qu'on vit ensemble, parce qu'on vit quand même à proximité, mais ils ne font plus partie de l'Union Européenne. Ça nous permet de partir sur quelques notions. On peut parler de souverainisme. Le souverainisme, c'est l'idée qu'un État doit rester indépendant et supérieur à l'Union Européenne. Il y a en Europe des personnes qui sont souverainistes. Elles ne veulent pas que leur pays soit, soit dominé en quelque sorte par l'Union Européenne. Ils veulent rester souverains, c'est-à-dire ils veulent garder leur pouvoir. Parfois on parle aussi d'euroscepticisme. Euroscepticisme, je suis sceptique vis-à-vis de l'Europe, de l'Union Européenne. Donc c'est l'hostilité, le fait d'être en désaccord par rapport à l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, souvent, elle est contestée, et elle est d'autant plus contestée depuis 2008, puisque depuis 2008, il y a une crise économique importante, et forcément, quand on est dans une difficulté économique, on a tendance à chercher un coupable, et le coupable idéal, c'est l'Union Européenne, alors qu'elle n'est pas responsable de cette crise économique-là. Mais c'est toujours plus simple de se retourner vers quelqu'un plutôt que de prendre soi-même ses responsabilités. Donc l'Union Européenne est très critiquée depuis 2008. Deux derniers éléments qui posent question. Il y a quelques années, il y avait la crise migratoire, des migrants qui arrivaient au sud de l'Europe, et donc ça posait question. Comment est-ce qu'on fait pour garder nos frontières? Est-ce qu'on doit accueillir ou pas ces migrants-là? Et puis dernière chose, le Brexit et la montée donc des souverainistes, des personnes qui croient que l'État doit rester supérieur à l'Union Européenne. Ça pose question. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble dans l'Union Européenne, alors que certains considèrent que leur pays est plus important que tout? Notez-le et faites pause. Il ne nous reste que 30 secondes pour conclure et regarder un dernier dessin. Du coup, exceptionnellement, vous allez avoir une deuxième courte vidéo qui se trouve dans Pronote. Le lien est dans Pronote, mais je vais couper cette vidéo pour qu'elle ne dépasse pas 15 minutes et je vous retrouve tout de suite pour faire la conclusion du chapitre. A tout de suite.